Bonjour à tous et à toutes. Je vois que vous vous connectez en grand nombre. On va attendre encore quelques secondes pour faire en sorte que tous les gens qui se sont inscrits puissent se connecter au webinaire. Je ne sais pas, chez vous, au Québec, la météo, c'est toujours un bon sujet pour tuer le temps. Donc, je ne sais pas chez vous s'il fait beau. Ici, moi, je suis au lac Ponégamouk, au Bas-Saint-Laurent. Un beau 15 degrés, ensoleillé. Le lac a calé depuis une semaine. Donc, peut-être que vous pourriez m'écrire dans la section chat là, de quel endroit vous venez aujourd'hui. Je pense que ça se connecte en grand nombre. Oh, Matapédia, Rimouski, il y a d'autres collègues du Bas-Saint-Laurent, c'est bien ça. Boucherville, Drummondville, Mont-Saint-Hilaire, Rwanda. Mon Dieu, on est international all around de Québec. Et c'est Magog, Blainville, Témiscouata sur le lac. Oh, quelqu'un qui est un voisin. Gatineau, Saguenay. Super. Excellent, ça. Donc, je vois que ensoleillé, 14 degrés au Saguenay, super. Je vois qu'il y a du monde, des gens de partout au Québec qui sont présents pour le webinaire. C'est excellent. Donc, je me présente sans plus tarder. Premièrement, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Pascal Dumont. Je suis coordonnateur provincial au développement du reprenariat collectif pour le Centre de transfert d'entreprises du Québec. Premièrement, je vous remercie beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Ce webinaire va porter sur le renouvellement stratégique d'une entreprise. Nos participants, là, on sait que c'est partout au Québec, leur endroit d'où ils viennent, mais aussi, on a beaucoup d'entrepreneurs. On a aussi des repreneurs qui veulent reprendre une entreprise, où ils ont des projets de reprendre une entreprise. Puis, évidemment, on a des experts et des professionnels liés de près ou loin au domaine du transfert d'entreprise. Donc, pour ma part, je vais animer le webinaire et je serai le facilitateur. Je vais être accompagné de ma collègue Mélanie Desrosiers qui va être au soutien technique. Bonjour Mélanie, ça va bien? Bonjour, ça va bien vous? Excellent, ça va très bien. Donc, pour votre information, donc, le webinaire va être d'une durée de 60 minutes, incluant la période des questions à la fin. Évidemment, l'objectif principal de ce webinaire est de vous partager les fondements du renouvellement stratégique dans le contexte d'achat d'entreprise. Mais aussi, dans un deuxième temps, ce qui est important et ce qui est vraiment pertinent aujourd'hui, c'est qu'on va entendre l'histoire d'une entrepreneur qui a fait l'expérience au sein de son entreprise du renouvellement stratégique. Évidemment, quelques aspects techniques. Je vous invite à poser vos questions tout au long du webinaire, mais dans la section Q&A. La section Q&A est réservée pour vos questions. Vous pouvez par contre utiliser la section chat. Je ne sais pas si vous voyez en bas la section chat pour commenter, rebondir sur les propos d'un de nos panélistes ou pour échanger entre vous sur ce qui vient d'être dit. Mais si vous posez des questions dans la section chat, ces questions-là ne seront pas considérées par Mélanie par souci d'efficience technique. Je vais vous dire aussi, on va être interactif aujourd'hui, donc on va avoir quelques sondages pour vous tout au long du webinaire. Donc, restez très, très présents. Sans plus tarder, je vais laisser la parole bientôt à nos invités, mais sans plus tarder, c'est avec un énorme plaisir que je vous présente les deux conférenciers aujourd'hui pour le webinaire, M. Pierre Gratton et Mme Véronique Touga. Bonjour Pierre, bonjour Véronique, ça va bien? Oui, bonjour, ça va très bien, merci. Excellent, excellent, super. Donc, juste pour vous donner une petite idée de qui sont nos deux interlocuteurs, si vous ne les connaissez pas déjà, Pierre Gratton détient un DBA et est chargé de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est membre aussi de la chaire de gouvernance et transmission des entreprises familiales de l'École de management de Strasbourg. Ses intérêts de recherche portent sur le reprenariat et la gestion stratégique des PME. Il est le co-auteur d'un livre sur le reprenariat qui sera publié sous peu. Pierre nous expliquera de manière concise aujourd'hui les 3 temps du renouvellement stratégique. De son côté, Véronique Touga est à la tête d'une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de véhicules blindés pour le transport de valeurs et les forces de l'ordre. Lorsque le groupe Cambly a été secoué par une crise en 2012, Mme Touga a su trouver des solutions pour relancer l'entreprise. Fort à parier que ces expériences antérieures qu'elle va nous partager aujourd'hui vont lui permettre sans doute de passer au travers du ralentissement économique dû à la crise sanitaire actuelle. Donc, je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions dans la rubrique Q&A tout au long du webinaire et Mélanie se fera un plaisir de les lire après le témoignage de nos deux interlocuteurs. Pierre, pourriez-vous nous expliquer c'est quoi le renouvellement stratégique d'une part et pourquoi c'est important pour un repreneur, c'est-à-dire l'acheteur potentiel d'une entreprise, de penser au renouvellement stratégique? Merci Jean-Pascal, je vais faire ça avec plaisir.
Et puis, bienvenue à tous les auditeurs aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous faire cette présentation. Donc, question en deux temps. Et je vais répondre à la deuxième partie de la question parce que c'est réellement fondamental à notre sujet d'aujourd'hui. Pourquoi fondamental? Parce que le repreneur d'une entreprise doit être en mesure de créer un surcroît de valeur par rapport à la valeur qui était créée initialement par l'entrepreneur original. Pourquoi? Parce qu'au Québec, on a l'obligation de vendre à la juste valeur marchande de l'entreprise et pour pouvoir rembourser ses financiers, le repreneur doit évidemment être en mesure de créer plus de valeur qui se créait antérieurement s'il ne veut pas, j'imagine, manger du beurre d'arachide pour les 2 premières années de sa reprise. Donc, création de valeur additionnelle, très importante. Maintenant, on va tomber dans le vif du sujet, puis je vous invite à regarder attentivement la diapo que vous avez devant vous. Donc, ce modèle-là a été développé dans les années 90 par un monsieur Baden-Fuller et quelques-uns de ses collègues, et repris plus tard, peut-être une dizaine d'années plus tard, dans un contexte plus entrepreneurial par Bégin. Donc, initialement, modèle bâti pour la grande entreprise qui faisait face à certaines difficultés, certains niveaux de difficultés également, et devait réagir en fonction de ça. Donc, si vous regardez la mécanique, la première mécanique, celle d'en haut, et la dernière en bas sont des mécaniques qu'on va utiliser quand on a à gérer, quand le temps est très précieux. Donc, c'est des opérations qui se font très rapidement, mais évidemment, elles se font au dépend du risque. Les deux du centre sont des mécaniques qui se font beaucoup plus lentement. Donc, on gère le risque tout en renouvelant tranquillement notre modèle d'affaires. Le premier mécanisme est un mécanisme qui, essentiellement, focalise sur les opérations de l'entreprise. On n'est pas en stratégie, on est réellement en opération. Le deuxième vise la stratégie globale de l'entreprise, les différents niveaux stratégiques. Et la troisième vise la structure de l'entreprise, donc structure organisationnelle. La dernière, la restructuration organisationnelle, ne sera pas sujet, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est réellement une mécanique qui est drastique. On doit agir rapidement pour sortir d'une mauvaise passe, pour complètement réaligner nos activités vers des activités nouvelles, en fait. On change de marché, on change de produit, essentiellement. Okay. On peut passer à la diapo suivante. Puis pour bien comprendre, Pierre, ces mécaniques-là s'appliquent autant à des transferts d'entreprises familiales, des reprises internes par des employés ou des cadres, ou des reprises externes, c'est ça? Le contexte de la reprise n'a pas aucun rapport avec le renouvellement qu'on doit faire. Une entreprise doit, de façon continue, en fait, s'améliorer à tout le moins. Sinon, c'est la décroissance. Et évidemment, pour la majeure partie des entreprises, on cherche à obtenir une croissance qui est pérenne. Surtout en cas de transmission reprise, on va vouloir, comme je l'ai mentionné tantôt, créer un surcroît de valeur. Parce qu'on a des obligations financières qui sont peut-être pas exceptionnelles, mais qui sont quand même plus importantes que ce que l'entreprise vivait antérieurement. Donc, étant donné qu'on a mis de côté on a réussi à mettre de côté l'aspect temps, en retirant la quatrième mécanique de notre modèle, mes collègues et moi, on a bâti en fait un modèle en 3 temps, ce qu'on appelle un modèle en 3 temps, où on va retrouver les 3 premières mécaniques qu'on avait dans le diagramme antérieur. Alors, cette première, comme je l'ai mentionné tantôt, là, on parle de opérationnel, stratégie et structure. Dans
la première étape qui est la réanimation du modèle d'affaires. Cette étape-là devrait normalement se situer au tout début où le repreneur entre dans l'entreprise. D'accord? À ce moment-là, lui apprend à connaître les mécanismes de l'entreprise, tranquillement prend le volant, réalise ce qu'il a à faire et à ce moment-là pourrait commencer tranquillement à faire des ajustements au niveau de son modèle d'affaires. Quand on parle de modèle d'affaires, je tiens à préciser que je sais que depuis l'avènement du BMG, on parle beaucoup de modèle d'affaires, mais il ne faut pas confondre. Le modèle d'affaires vise essentiellement à créer de la valeur. Comment on va faire de l'argent? Donc, on réfléchit à ces opérations-là. D'accord? Deuxièmement, la deuxième étape focalise beaucoup plus sur les stratégies d'envergure. Alors, envergure de marché, envergure de profondeur d'offres, envergure au niveau de stratégie concurrentielle, etc., etc. L'idée est de créer des capacités distinctives à ce moment-là. Cette deuxième étape-là, normalement, devrait se faire une fois que le cédant a quitté l'entreprise. Pourquoi? Parce on commence à changer de façon assez importante le modèle d'affaires antérieur, on change la façon de faire dans l'entreprise. Cela pourrait froisser un petit peu le cédant. Donc, on suggère, surtout pour les entrepreneurs externes, évidemment, d'attendre que le cédant ait quitté. La troisième étape est celle où on vise réellement dans le futur. C'est une stratégie qui est à long terme, évidemment. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est ce qu'on est réussi à faire de façon ponctuelle, un petit peu à travers l'entreprise à la phase 2. À la phase 3, on va porter ça globalement à toute l'entreprise. On veut que l'entreprise et tous ses employés deviennent des entrepreneurs au sein de l'entreprise et que la philosophie soit une philosophie là, de domination de marché. On veut s'équiper pour devenir les leaders dans le marché. On peut passer à la diapo suivante. Donc, qu'en est-il? Alors, pour la première étape, qui est l'opérationnalisation du modèle d'affaires, je vous rappelle qu'on devrait focaliser domaine d'activité par domaine d'activité. Donc, une entreprise peut avoir plusieurs domaines d'activité. Je vais prendre, par exemple, Renaud-Bré. Renaud-Bré, bon, on vend des livres, on vend des livres en magasin, on peut vendre des livres en ligne. On parle définitivement de deux modèles d'affaires parce qu'on a deux processus de création de valeur. L'idée ici, c'est de réanimer le modèle. Donc, on veut, grâce à diverses petites tactiques, revoir certaines étapes. On va vouloir optimiser les canaux de distribution. On va vouloir optimiser notre chaîne de valeur. On va vouloir trouver dans notre chaîne de création de valeur qu'est-ce qui détruit de la valeur. On pourrait à ce moment-là décider de externaliser ces opérations-là qui détruisent la valeur et viser sur celles qui en créent plus de valeur. On va vouloir revoir nos cibles de clients et on va vouloir revoir nos relations avec nos clients. C'est probablement le moment, justement, de choisir les clients qui sont les plus rentables, les plus profitables. On peut avoir des clients qui nous donnent un bon chiffre d'affaires, mais si on ne fait pas d'argent avec ces clients-là, c'est peut-être le moment de les revoir. Et en ce moment, surtout dans une période de turbulence économique, c'est justement un moment important de faire ça. OK, puis... Mais, oui? En fait, là, on réfléchit à ça, c'est super important, mais est-ce que pour alimenter notre réflexion, tu conseilles d'aller sonder, par exemple, des parties prenantes importantes, des employés clés, des fournisseurs et d'autres parties prenantes? Bien, dans cette première étape-là, concernant le modèle d'affaires, nos partenaires les plus importants
pour procéder à ça, c'est définitivement nos employés. Surtout quand on est un repreneur et on rentre dans l'entreprise, eux, généralement, la connaissent beaucoup plus que nous. Ils connaissent ses forces, ils connaissent ses faiblesses. C'est temps de regarder froidement ce qui se fait depuis plusieurs années, puis qu'est-ce qui est le plus facile à aller optimiser. On va vouloir, puis ça, c'est tout le temps, là, mais évidemment, dans ces premiers temps-là, de parler régulièrement avec notre clientèle. C'est eux qui savent qu'est-ce que leurs clients, à eux, veulent. Donc, on va plus loin dans la chaîne au niveau de la demande pour réellement aller sonder ce que notre clientèle a réellement besoin pour eux mieux répondre à leur clientèle. Donc, les communications doivent être, moi j'appelle ça les antennes. Hein. Les antennes doivent être complètement sorties pour bien capter c'est quoi les signaux qui proviennent de l'environnement externe. Mais quand on réfléchit quand même au modèle d'affaires, on se regarde en dedans. C'est notre mécanisme. Donc, on s'ajuste par rapport à ce que l'extérieur veut, on ajuste nos opérations à l'interne. Maintenant, la deuxième étape, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est réellement quand on a bien les deux mains sous le volant, on sait où on s'en va. À ce moment-là, on peut réfléchir à notre stratégie, puis qu'est-ce que notre futur, où est-ce qu'on veut envoyer notre entreprise dans le futur. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que on ne peut pas être de tout pour tous. Hein? Essayer d'être de tout pour tous, c'est la meilleure façon de faillir. Ce qu'on veut chercher, c'est réellement la clientèle que l'on désire et trouver la façon de répondre le mieux possible à cette clientèle-là. Et pour ce faire, pour l'intéresser, pour créer de la valeur à cette clientèle-là, il faut développer nos capacités distinctives. Ces capacités distinctives-là nous permettent de créer un avantage concurrentiel qui est solide. Donc, il y a énormément d'entreprises, énormément de PME au Québec qui visent sur un avantage concurrentiel. Je vais te donner un exemple banal, je vais donner l'exemple du dépanneur. Okay? Un dépanneur dans un village pense qu'il est hyper solide parce que c'est le seul. Bon, OK, oui, il y a l'avantage concurrentiel d'être seul. Toutefois, le village à côté, il n'est pas loin. Et si on ne travaille pas sur une distinction ou deux distinctions ou trois distinctions qui vont faire en sorte qu'on va être en mesure de retenir, premièrement, la clientèle que l'on a et aller en chercher d'autres, on manque le bateau complètement. Donc, l'idée, c'est de réellement regarder nos avantages concurrentiels de façon bien précise. On va vouloir aussi voir nos stratégies d'envergure, envergure de marché, envergure de produit. On va vouloir également voir notre stratégie concurrentielle. Est-ce qu'on veut viser la différenciation ou on cherche la stratégie de prix à tout prix? Si on est en stratégie de prix, la seule règle de la stratégie de prix, c'est d'être en mesure de contrôler nos coûts à 100%. Si on n'est pas capable de le faire, avantage concurrentiel au niveau de la différenciation. C'est la seule recette. Finalement, au bout du processus, une fois qu'on va avoir changé on va avoir passablement transformé notre entreprise, on va vouloir évidemment revoir nos stratégies directrices. Donc, vision, mission, valeur pour s'attaquer aux 5 prochaines années. Finalement, le point 6, très, très rapidement, c'est la stratégie organisationnelle. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, ce qu'on a réussi à faire sur certaines parties de notre entreprise, on le pose dans sa globalité. On veut que tous nos employés soient intrapreneurs. Et ça, le message passe essentiellement par la direction de l'entreprise. Les dirigeants, les directeurs de l'entreprise doivent vivre. C'est un état d'âme, hein? C'est un état d'esprit, ça. Et puis, il faut que les gestionnaires soient convaincus de ce qu'ils font et qu'ils soient convaincants face à leurs employés. D'accord? La grande chose qu'on cherche à faire à ce niveau-là, c'est de chercher une ambidextrie. Puis l'ambidextrie, on va la chercher à 3 niveaux. Le premier, c'est l'ambidextrie organisationnelle. On doit être en mesure, pas ponctuellement, mais quotidiennement, de viser l'exploitation de l'entreprise, hein, notre quotidien, et l'exploration. L'exploration de nouveaux marchés, l'exploration de nouveaux produits, l'exploration.
Deuxièmement, on doit avoir une ambidextrie managériale. On doit être en mesure de gérer à la fois le changement et parfois la stabilité. Donc, gros changement nécessite une période de stabilité par la suite pour faire en sorte que de roder le nouveau système. Puis troisièmement, une ambidextrie contextuelle. Donc, on travaille sur nos capacités dynamiques, nos capacités distinctives et les capacités cognitives. Quelles sont-elles? Capacité dynamique, c'est la capacité de l'entreprise à se renouveler continuellement. Capacité distinctive, c'est ce qui nous donne, ce qui nous permet, nos habiletés qui nous permettent d'avoir un avantage concurrentiel. Et finalement, nos ambidextrie cognitive, c'est celle qui permet de créer des connaissances dans l'entreprise et de les partager à tous les employés qu'on a dans l'entreprise. Donc, c'était mon sprint. Très bon sprint, mais c'était fort éclairant. Puis en fait, je pense que là, c'est le temps d'aller sonder un peu dans la pratique, voir nos participants de leur côté, qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, Mélanie va lancer un sondage à l'écran. Vous pouvez y répondre. La question est la suivante. À quel moment avez-vous réfléchi au renouvellement stratégique de votre entreprise? Ou évidemment, si vous êtes un expert ou un professionnel, à quel moment vous conseillez à vos clients d'y réfléchir? On voit, vous avez les choix de réponse à l'écran. Donc, au moment de ma réflexion à reprendre, première option. Deuxièmement, lors de la recherche de l'entreprise cible. Troisièmement, lors des premières discussions avec le cédant. Quatrièmement, lors de mon analyse en profondeur de l'entreprise. 5, lors du règne conjoint. Ou 6, une fois que le cédant a quitté. Donc là, je vois que les réponses rentrent en grand nombre. On va entendre encore un petit peu pour partager les résultats avec Mélanie. Donc, Mélanie, je pense qu'on pourrait partager les résultats pour voir un peu qu'est-ce qu'il y en est du côté de notre auditoire. Excellent, merci. Merci beaucoup pour ces. Donc, lors de mon analyse en profondeur de l'entreprise, très intéressant. J'aimerais savoir, Pierre, qu'est-ce que vous pensez brièvement des résultats? Bien, en fait, je n'en suis pas réellement surpris. Oui, il faut définitivement réfléchir en profondeur à notre réanimation ou pas le renouvellement stratégique de l'entreprise à ce moment-là. C'est là qu'on va réellement développer notre plan. Mais un repreneur devrait définitivement réfléchir à tout ça bien avant, bien en amont d'une étude de dossier parce que son projet repreneurial devrait être lié à une vision d'une entreprise renouvelée. Donc, le plus tôt, le mieux. Très, très éclairant, très éclairant. Je suppose que le public a posé des questions tout au long de l'intervention de Pierre. Donc, Mélanie, est-ce que tu aurais une question pour Pierre à ce stade-ci? Oui, tout à fait. On en a reçu plusieurs. Donc, merci beaucoup à tous pour vos questions très pertinentes. Donc, il y a quelqu'un ici qui demande que faire s'il y a de la résistance dans l'entreprise? Je crois que cette question-là a été posée lorsque vous étiez en train de parler de cette diapo-ci, mais si je me trompe, juste me l'indiquer, s'il vous plaît. Que faire? Ben, c'est de la gestion des ressources humaines énormément, mais comme j'ai mentionné tantôt, le point sur lequel j'ai terminé, qui avait rapport à l'entrepreneuriat global, c'est un état d'esprit. Et puis, il faut vendre cet état d'esprit-là. Donc, il faut convaincre nos employés qu'on a les capacités, qu'on a les forces nécessaires pour passer dans cette nouvelle façon de faire, passer à cette nouvelle façon de faire. Donc, souvent, il est suggéré aux gestionnaires de laisser ça à entre guillemets, des missionnaires au sein de l'entreprise. Des gens avec lesquels les employés vont être plus à l'aise de communiquer leurs craintes, de communiquer leur réticence et cette personne-là va être en mesure de faire comprendre que le tout est possible et que tout le monde, tous les employés ont leur place dans ces changements-là. Il faut également donner le temps aux gens. Hein? Et puis, lorsqu'on leur donne le temps
d'acquérir, c'est de faire ces changements-là, mais il faut également leur donner les outils pour le faire. C'est vraiment éclairant. Puis d'autant plus, Pierre, je dois mentionner, vos propos vont en ligne directrice avec ce qu'on nous a appris dans les facultés d'administration, donc de toujours se fier sur les leviers du changement au sein de l'entreprise. Donc, c'est bon, ça me confirme qu'on m'a bien enseigné à l'école, on m'a bien formé. Merci, merci Pierre, c'était vraiment éclairant. Puis je pense qu'il faut retenir, ce qui est très important, c'est que quand on veut reprendre une entreprise, bien, plutôt que tard, il faut prendre la posture de chef d'entreprise, puis il faut réfléchir à ce renouvellement stratégique-là, parce que c'est comme ça ça peut être une clé pour favoriser la pérennisation du transfert de l'entreprise une fois qu'on aura les rênes de cette entreprise-là. Donc, c'était super éclairant. Puis là, on a eu toute la sagesse, tout le savoir de Pierre. Je me tournerai maintenant vers Véronique. Véronique qui est entrepreneur. Donc, vous, Véronique, pourriez-vous premièrement, évidemment, nous présenter votre entreprise, mais surtout, dans quel contexte vous avez repris cette entreprise-là? Bien sûr. Alors, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à faire ce témoignage-là. Et tant mieux si je peux aider quelques personnes, des repreneurs ou des cédants. Mon histoire est un peu rocambolesque parce que je vais d'abord présenter Cambly. Vous l'avez bien fait d'entrée de jeu. Nous, on est manufacturier de véhicules blindés pour le transport de fonds et pour les forces de l'ordre. Donc, notre marché se situe environ, principalement en Amérique du Nord. Donc, en ce moment, je peux vous dire que le marché des États-Unis, dans lequel je suis un peu dépendante, donc ça me cause quelques maux de tête, mais bon, on est habitué. Et moi, je suis la 3e génération du produit. Donc, ça veut dire que j'ai repris l'entreprise. D'une part, c'est mon grand-père qui a amené les véhicules blindés dans la région, en fait, au Québec. Il y a très peu de gens qui savent ça, mais c'est le cas. Et malheureusement, mon père, ça ne s'est pas tout à fait passé comme moi et a dû se séparer de l'entreprise familiale. Alors, c'est à ce moment-là que Cambly est apparu au début des années 90. Donc, moi, j'ai repris les rênes de Cambly en 2002. Je me suis joint à l'entreprise. Donc, ça, c'est un peu la présentation de Cambly, mais ceci dit, pour vous expliquer bien le contexte dans lequel j'ai repris ça, c'est un peu particulier parce que en 2012, nous, on vivait une croissance phénoménale, c'est-à-dire 100% de croissance. La crise de 2008 avait créé avait créé beaucoup un peu la panique aux États-Unis, puis puisque c'était une crise de consommation, donc je vous épargne les détails, mais bref, 100% de croissance et je reprends les rênes à ce moment-là. Donc, la présidence, je l'ai eue en 2010, un petit peu après. Donc, 2 ans plus tard, je suis toujours dans la gestion de cette croissance-là. Ceci dit, ce qui est particulier dans mon cas, c'est qu'en 2012, mon père avait moins l'énergie pour passer à travers et me dit, bien, puisque c'est toi ma relève, je vais te céder les actions de contrôle. Alors, moi, j'ai détenu, en fait, je contrôlais l'entreprise sans la détenir, ce qui veut dire que je n'avais aucune action participante dans l'entreprise. En d'autres mots, je jouais avec les billes de mon père et c'est à ce moment-là que la crise a frappé Cambly. Autant que je vivais une croissance à 100%, il y a eu une chute drastique des activités, en fait, des contrats de Cambly en 2012-2013. Donc, c'est 4 ans après la crise de 2008. Donc, ça a été des moments extrêmement difficiles pour nous, pour nos employés. Et j'aurais aimé vraiment, comme vous avez mentionné, M. Gratton, vivre les étapes en bonne et due forme. Malheureusement, ça n'a pas été mon cas, moi. Je reprenais l'entreprise dans un tourbillon complètement fou. Donc, les parties prenantes autour de moi, la banque, donc on s'est ramassé aux comptes spéciaux, les employés qui résistaient évidemment, qui avaient extrêmement peur de perdre leur emploi, les fournisseurs qui voulaient se faire payer, mon père qui paniquait à travers tout ça, la famille, tout ça me grugeait en fait l'énergie que j'avais besoin pour redresser l'entreprise. Et donc, ce triangle-là, banque, mon père
et moi, je peux dire que c'était particulier et c'était la tempête parfaite. Donc, moi, les étapes, je ne les ai pas vécues telles que vous les avez décrites, malheureusement. Donc, ça a pris beaucoup de résilience, mais beaucoup d'énergie. Puis je me suis dit, bien, cette entreprise-là, je vais la redresser. Donc, on s'est serré les coudes. Je n'ai pas fait ça seule, évidemment. Et on avait 50 ans d'expertise. C'est sûr que je n'allais pas laisser ça tomber. Puis on avait 200 employés. On est un fleuron québécois. C'est une expertise qui appartient au Québec. Donc, on s'est retroussé les manches, puis on a redressé cette entreprise-là. Donc, je peux vous dire que c'était un contexte de reprenariat à travers une crise financière importante. Donc, ça a été ça mon contexte à moi. Bon, je comprends que vous n'avez pas pu suivre le manuel à la lettre, mais Non. quand même, il y a probablement des leçons stratégiques que vous avez apprises. Là. Puis, quelles seraient les leçons stratégiques apprises lors de cette crise en 2013? Si je fais l'inventaire, il y en a plusieurs leçons, mais je dirais qu'il y en a 2 qui sont particulièrement importantes puis qui m'ont vraiment aidée, là, surtout dans un contexte, parce qu'on revit une crise aujourd'hui, donc c'est un contexte que je revis, donc ça goûte encore un peu, j'ai un petit peu la saveur de 2012 dans la bouche. Alors, je vous dirais que la première leçon, c'est de viser le plus rapidement possible l'indépendance. Donc, je m'exprime. Cambly, on est dans un petit marché, on a peu de clients. Ça, c'est mon cas à moi, mais une entreprise, on peut facilement être dépendant aussi d'un fournisseur, on peut être dépendant d'un employé clé, on peut être dépendant de nos sources de financement. Donc, ce que j'ai appris, moi, la leçon numéro 1 que j'en tire, c'est vraiment d'éviter à tout prix cette dépendance-là. Et être en situation de vulnérabilité, ça fait qu'on est tiraillé de part et d'autre, puis les décisions, bien, on les prend dans l'émotion et il faut éviter ça à tout prix. Ça a été pour moi la première leçon. Puis ce que je vous dis là, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que je suis encore aux prises avec une certaine dépendance. Donc, je n'ai pas réglé la situation complètement pour plein de raisons. Et par contre, je pense que nous, on est vraiment dans un renouvellement stratégique, puis je pense que c'est ce que ça vise, puis qu'on va y parvenir. Mais c'était vraiment la première leçon. La deuxième que j'ai envie de dire, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est de sortir de l'isolement. Quand on est en crise, on a tendance à s'isoler, à garder, de garder ça en dedans de nous. Puis surtout que moi, je suis une repreneur, donc j'ai des croûtes à manger, j'ai de la crédibilité. Je dois augmenter ma crédibilité, évidemment, parce que je reprends les rênes du fondateur qui est reconnu comme étant l'expert en la matière. Donc, j'avais toute une pente à remonter. Et cette crise-là arrive. Puis quand une crise arrive, bien, qu'est-ce qui arrive? Il faut prendre des décisions courageuses. On fait les choses différemment. On a une vision qui est normalement différente du cédant. C'est bien normal. Mais donc là, la perte de confiance en soi, je peux vous dire qu'elle va arriver à quelques reprises. Donc, on vit beaucoup d'émotions. Tout ça pour dire qu'on vit beaucoup d'émotions, on vit toutes sortes, on passe à travers toutes sortes d'étapes. Tout va vite, mais il ne faut pas rester isolé. Puis ce que je veux dire par là, c'est moi, j'ai communiqué. À un moment donné, j'ai dit ça va faire. Il y avait des rumeurs. Tu sais, il faut confronter aussi les rumeurs. Tu sais, moi, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu. On n'est pas dans une très grande ville. Donc, les médias, le fournisseur du coin, les employés. Tu sais, il n'y a que nous qui avons le portrait global de la situation. Donc, en s'exprimant, en dévoilant un peu la situation dans laquelle on se trouve, bien, on a une partie de la job de fait, si vous me permettez. Alors, si on veut faire aussi contribuer nos employés à trouver des idées, à nous aider à se sortir de cette crise-là, bien, c'est certain que je pense que de le déclarer, c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée. Alors, j'ai fait des meetings, beaucoup de rencontres générales pour exprimer, être très transparente vis-à-vis de mes employés. J'ai même été très transparente auprès de fournisseurs. À la fin, je rencontrais moi-même des fournisseurs pour être capable de leur dire, écoutez, j'ai un plan,
mon plan, il prévoit ça et je ne vous laisserai pas tomber, je vais vous payer. Je ne pouvais pas faire ça avec tous les fournisseurs, évidemment, mais tout ça pour dire que je suis sortie de l'isolement, puis ça m'a vraiment aidé à passer à travers parce qu'à la fin de la journée, c'est qui m'a sorti de la crise? Bien, c'est mes employés. C'est mes employés puis c'est mes fournisseurs. Donc, ça a été des vrais alliés, puis je peux dire que grâce à eux, puis grâce à toute une équipe, bien, le fait qu'on ait travaillé ensemble, évidemment, ça a donné ses fruits. Puis aujourd'hui, Cambly s'en est ressorti d'une façon extraordinaire, puis ça a super bien été par la suite. Mais sortir de l'isolement, pour moi, ça a été comme la deuxième leçon tirée, vraiment très importante. Ah ben, c'est vraiment un message porteur d'espoir. Puis ça rejoint un peu les propos de Pierre parce que vous avez dit une des clés ici pour vous, pour cette sortie de crise-là, était la transparence, mais la communication, autant à l'interne qu'à l'externe. Donc, ça a été très important. Puis ça, il ne faut jamais négliger cet aspect-là, je pense, pour justement réussir à se sortir de l'isolement, mais par la suite communiquer où on en est présentement et où on veut aller. C'est vraiment, vraiment, vraiment inspirant, votre histoire. Mélanie, je pense que ce serait le temps, encore une fois, de sonder nos participants. On pourrait lancer le deuxième sondage qui va lancer la troisième question. Donc, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, il y a un sondage qui est apparu. Je vais vous lire la question. Selon vous, puis à la suite aussi des propos de Véronique, quelles sont les 2 aptitudes à détenir pour bien mener à terme le renouvellement stratégique? Et puis là, vous voyez, il y a la créativité, la communication, la proactivité, l'agilité, la flexibilité, l'adaptabilité et la mobilisation. Puis évidemment, là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment pour prendre le pouls de vous, votre expérience. Quelles seraient, selon vous, là, les 2 aptitudes pour passer au travers d'une crise et de mettre en place le renouvellement stratégique? Donc, je crois que les résultats rentrent quand même assez bien, Mélanie. Je pense qu'on pourrait afficher les résultats. Donc, selon les résultats, on a la communication, évidemment. Ouais, j'ai peut-être un peu orienté les réponses, mais on a aussi mobilisation, adaptabilité, puis agilité. Donc, franchement, je pense que ça rejoint de manière très aiguë là, les propos de Véronique. De votre côté, vous, Véronique, puis à la lumière de ces résultats-là, j'aimerais ça vous poser la question suivante qui me brûle les lèvres. Là. Quelles sont les ressources, les compétences, puis les attitudes qui vous ont permis non seulement de passer à travers la crise, mais aussi la croissance des dernières années pour votre entreprise? Oui, puis je vais être un petit peu plate dans ma réponse parce que je regarde ça, puis je trouve que, c'est sûr que ce sont toutes des habiletés essentielles, surtout en temps de crise, là. Mais moi, il y en a 2 qui se sont... en fait, qu'on a développé et qui s'est avéré être un très, très bon mix, une très bonne combinaison. Je vais peut-être vous surprendre, mais en temps de crise, Cambly, ça a été de l'agilité et de la créativité. Alors, je peux vous dire qu'en très peu de temps, on a bâti un plan de redressement hors du commun. Puis quand on dit plan de redressement, ben, je fais allusion à la gestion de la trésorerie, aux décisions sur les coupures qu'on devait malheureusement faire. J'en ai parlé tantôt, plusieurs décisions courageuses que j'ai dû prendre. Puis évidemment, le plan de communication, ben, il vient ficeler tout ça pour qu'on soit capable d'y parvenir. Mais pourquoi je dis l'agilité? Parce qu'on n'a pas tardé à prendre cette décision-là. Un plan de redressement, en tout cas dans le cas de Cambly, puis je regarde la situation encore aujourd'hui, une fois qu'on a statué, on est d'accord, on a bien réfléchi, on a pris les bonnes décisions, bon, voici notre plan. Ça ne s'exécute pas en une semaine, là. Ça s'exécute l'après-midi. Là. Okay? Donc, ça peut paraître excessif, mais c'est ce qui s'est produit, puis c'est ce qui a fait que Cambly a eu des résultats rapidement. Quand je dis que ça a été combiné à la créativité, eh bien, j'ai toujours une phrase, moi, de Einstein que j'aime, dans le fond, dire parce que lui, ce qu'il disait à Einstein, c'est l'imagination est plus importante que la connaissance. T'sais, la connaissance est limitée alors que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution. En d'autres mots, ben,
cette créativité-là, combinée à l'agilité qu'on a fait preuve, ben, ça a donné des fruits très rapidement. Ça a amené de la confiance aussi, parce qu'on était aux comptes spéciaux de la banque, donc c'était vraiment pas facile. Alors, les gens nous croyaient. Il y a eu quand même... on a pu, comment je pourrais dire, avoir la confiance de la banque. Donc, quand que je parle de créativité, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est sorti des sentiers battus. Bon, malheureusement, il faut faire des coupures. Bien, comment on fait pour mobiliser nos employés dans une situation de coupure? Bien, il faut se creuser un peu les manèges. Mais quand il y a certains employés qui sont promus, bien là, on ne leur met plus un chapeau sur la tête, on leur en met deux parce qu'on est en situation de crise. Il faut se relever. Bien, ça a eu même parfois l'effet de motiver certains employés. Donc, on compte sur eux. Les gens ne viennent pas que chercher des payes, là, ils viennent contribuer. Puis, s'ils peuvent nous aider, bien, ils le font avec grand plaisir. Donc, comment notre offre client pouvait être rapidement améliorée? Je n'ai jamais été autant en innovation qu'en période de crise. Je vous le dis, là, les comités d'innovation, les idées qui ont été générées lors de ces comités d'innovation-là, qui regroupent des gens multidisciplinaires autour de la table, des gens en vente, des gens en ingénierie. En tout cas, on a monté des groupes de personnes clés qui pouvaient nous aider justement à créer des idées puis à changer, modifier un peu l'offre produit aux clients. Quand c'est le temps de couper des coûts, malheureusement, bien, les décisions qu'on prend, c'est probablement des décisions qu'on n'aurait jamais pensé prendre. Donc, des fois, on ne veut pas aller là. Non, je n'irai pas là, mais si la petite voix nous le dit, c'est parce qu'il y a quelque chose là. Il faut creuser puis aller un petit peu plus loin. Puis, je peux vous dire que j'en ai pris des décisions qui ne plaisaient pas à tout le monde, mais ça a fonctionné. Puis, à la fin de la journée, oui, il y a eu des mises à pied, oui, il y a eu des licenciements, mais on a gardé notre entreprise, puis la majorité des emplois, puis c'est ce qu'on vise. Donc, c'est à peu près ça. Il y a aussi, j'ai un autre point sur ma liste, mais tu sais, on a mis des processus de mise en œuvre des idées de nos employés. Alors moi, quand dans mes fameux meetings généraux, je leur disais, je ne veux pas me passer d'une seule idée. OK? Je ne veux pas juste vous payer pour que vous veniez physiquement dans l'entreprise. Je veux tout votre cerveau. Je veux que vous soyez avec moi et que vous m'aidiez. Fait que moi, ça me prenait une certaine ouverture d'esprit, mais ces employés-là ont pu contribuer par leurs idées. Donc, ça a été, mais il faut les organiser, ces idées-là, évidemment. Donc, ça a été toutes sortes de manœuvres qui ont fait que la banque est impressionnée, nos fournisseurs avaient confiance, puis qu'on a été capable de se rebâtir puis de sortir de cette crise-là. Fait que je l'associe un peu avec ce qu'on vit en ce moment. Puis, tu sais, est-ce qu'en ce moment, on est même en train de regarder d'autres marchés? Tu sais, on parlait de renouvellement stratégique. Bien, c'est complètement fou ce qu'on fait actuellement, mais ça marche. Donc, il ne faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Fait que ce sont mes deux habiletés, je dirais, combinées préférées. Bien, c'est vraiment fort inspirant. Puis moi, je trouve là, la manière dont vous avez réussi à mobiliser toutes ces parties prenantes-là, là, c'est très impressionnant. Là, vraiment impressionnant, surtout en temps de crise. Là. Chapeau, chapeau. Je pense qu'il n'y a pas seulement moi qui va être inspiré, là, mais tous ceux qui nous écoutent peuvent dire chapeau. Merci. Là, il s'est dit beaucoup de choses par Véronique, beaucoup de choses par Pierre, des choses très intéressantes de part et d'autre. Puis je pense, avant d'entrer dans la période des questions en soi, ce serait peut-être intéressant de les entendre un dernier 3 ou 4 minutes sur les points clés qu'ils voudraient transmettre à notre auditoire. Donc, Pierre, pourriez-vous nous partager là, des exemples de composantes ou d'activités entrepreneuriales à optimiser ou à instaurer dans les phases de renouvellement stratégique? Plaisir. Je pense que je vais faire un petit rebond sur le sondage qu'on vient d'avoir. Agilité est sortie faible. Flexibilité est sortie le plus faible. Et créativité est sortie pas très fort non plus. Madame Touga a mentionné que pour elle, c'était agilité, créativité. Flexibilité est
très, très, très importante. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit, puis je vais les mettre en contexte, d'accord? Donc, l'agilité, on en a besoin dans le premier temps. Au niveau opérationnel, l'agilité, une entreprise agile, c'est une entreprise qui est capable d'innovation continue. Donc, l'agilité vise l'innovation continue. C'est en lien ensemble et c'est ça qui est important. Pour le deuxième temps, c'est la flexibilité. La flexibilité, agilité, c'est un synonyme, on s'entend, mais en affaires et en renouvellement stratégique, la flexibilité, elle, c'est qu'est-ce que l'entreprise est capable de faire avec son environnement extérieur. Donc, est-ce que l'entreprise est assez flexible pour répondre aux changements continuels de l'environnement externe? Et dans le troisième temps, je sors la créativité parce que les intrapreneurs sont des gens qui sont créatifs à la base. Donc, si, comme j'ai mentionné tantôt, si les gestionnaires d'entreprise donnent carte blanche à leurs employés, leur permettent d'être créatifs, leur donnent le droit à l'erreur, ces gens-là vont être créatifs. Et cette créativité-là va amener les changements que l'on cherche. Donc, si, là, je dois changer excusez-moi, la fenêtre de côté. Ce qu'on devrait prioriser dans un premier temps, on devrait prioriser surtout la proposition de valeur. D'accord? Notre proposition de valeur face à notre clientèle, elle doit être actuelle. On ne peut pas prendre la proposition de valeur qui marchait il y a 5 ans. On ne peut pas prendre celle qui a 2 ans, c'est en ce moment. Donc, cette proposition de valeur-là, elle doit être mise à la saveur du jour de façon constante. Constante. Évidemment, cette proposition de valeur-là va amener certaines obligations qui vont faire en sorte qu'on va revoir notre façon de créer du profit. Donc, c'est quoi notre modèle d'affaires? Dans un deuxième temps, qu'est-ce qui est important au rajeunissement stratégique? Bien, c'est définitivement les capacités dynamiques et distinctives. Distinctives qui nous amènent notre avantage concurrentiel. L'avantage concurrentiel, c'est quelque chose qui est éphémère. D'accord? On crée de la valeur, oui, parfait, mais est-ce qu'on est rare? Est-ce qu'on est inimitable? Est-ce qu'on est capable de le faire? Puis ça, c'est ça qui est le plus important. Et cette rareté-là, automatiquement, tu fais quelque chose de bien, là, et tout seul à le faire, ça ne va pas prendre 2 secondes qu'il y a quelqu'un qui va t'imiter. Hein? Donc, cette rareté-là, elle est éphémère. Il faut toujours travailler, investir dans nos capacités distinctives parce que c'est elles qui font en fait fonctionner notre moteur de création de valeur. Troisièmement, au niveau de la gestion entrepreneuriale, je l'ai mentionné plusieurs fois, hein, habiliter et mobiliser les gestionnaires parce que c'est eux autres qui vont vendre le rêve. C'est eux qui vont vendre cet état d'esprit-là à l'ensemble de l'organisation, et à l'interne et à l'externe. Madame Tougal l'a dit, hein, encourager l'innovation, intensifier les relations entre les différentes composantes de notre entreprise, les sous-organisations qui composent notre organisation. Finalement, il ne faut pas avoir peur de dire à nos employés, allez dehors, allez voir vos partenaires, allez voir vos clients, parlez à des gens. Il faut inciter le réseautage externe parce que c'est là qu'on ramasse la plus belle information. Elle vient de l'extérieur de l'entreprise. C'est de l'information qui nous permet d'être justement à la page, d'avoir l'avantage concurrentiel et de se garder à jour. Donc, tout ça fonctionne ensemble, en fait. Hein? On comprend que lorsqu'on a atteint le 3e niveau, bien, nécessairement, les 2 premiers temps, on les fait de façon constante. Oui, puis c'est vraiment des bons points clés. Cette synergie-là va être créatrice de valeur continuelle, donc on rentre dans un cercle vertueux, effectivement. Donc, tout à fait. Super intéressant, Pierre. Puis, Véronique, avant la période des questions, comme vous êtes une repreneur dans un contexte, vous avez repris l'entreprise familiale, est-ce que vous avez 1 ou 2 conseils que vous aimeriez offrir aux gens qui veulent reprendre l'entreprise puis qui entrent dans une posture de chef d'entreprise? J'en ai même 3. Oh, c'est encore Donc, mieux. je vais être brève, mais 3 très importants. Bien, le premier qui est entourez-vous.
Donc, tu sais, moi, je dis tout le temps que si on pense qu'il n'y a que nous qui le savons, là, ben, c'est parce qu'on a atteint en quelque sorte notre seuil d'incompétence. Donc, il y a toute une équipe. Moi, je me suis entourée de toute une équipe, puis j'hésite jamais à aller chercher les personnes qu'il faut. D'ailleurs, je peux être étourdissante même, mais entourez-vous. Je pense que c'est un bon moyen d'atteindre l'objectif. Et puis, ça va avoir l'air cliché, mais mon deuxième conseil serait qu'à la fin de la journée, ben, on se fait confiance. Donc, il y a une petite voix qui nous parle. Puis souvent, moi, cette petite voix-là m'a indiqué que j'avais pas mal raison, puis que je comprenais très bien mon entreprise, puis que je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire confiance. Ça, c'est un point qui est clé. Puis, troisièmement, pour moi, un point très, très, très important, je finis avec ça, c'est ne gaspiller jamais une crise. Donc, une crise, là, c'est une opportunité en or de faire les choses autrement, de se renouveler. On est dans des contextes qui sont complètement différents. Donc, on peut faire des essais-erreurs. De toute façon, on est en crise. Donc, il y a toutes sortes d'opportunités qui gravitent autour de nous. Puis, je pense que si on sait les saisir, là, c'est là qu'on va évoluer bien comme il faut. Donc, ne gaspillez jamais une crise. Ça fait le tour. Bien, merci à vous deux. Je pense que là, sans plus tarder, on va ouvrir le plancher aux questions. Donc, Mélanie, tu as probablement reçu des tonnes de questions dans la rubrique Q&A. Je te laisse le plancher pour qu'on puisse poser les questions à nos intervenants. Oui, j'en ai reçu vraiment beaucoup. Donc, merci beaucoup pour votre curiosité. La première question s'adresse à Véronique Touga. Donc, comment avez-vous fait pour établir votre crédibilité dans l'entreprise dans le contexte où les gestionnaires précédents étaient des experts dans le domaine? Vous en avez parlé un petit peu dans votre témoignage, là. Donc, on aimerait savoir un petit peu le comment. Oui, bien moi, je suis rentrée chez Cambly en 2002. Donc, même si j'ai eu la présidence en 2010, il s'est écoulé là, 8 ans. Donc, pour moi, ce qui était très important, c'était justement de gravir les échelons. Je ne veux pas avoir de l'air encore cliché, mais je faisais mes études au sein de Cambly, en fait, mes stages au sein de Cambly. Je suis de formation comptable et j'ai débuté commis comptable jusqu'à vice-présidente finance. Et tranquillement, ben, je pense qu'il faut se mêler un petit peu de tout, mais de la bonne façon. Donc, c'est-à-dire on va dans l'usine, on apprend à connaître les gens apprennent à nous connaître. Donc, tranquillement, en fait, il faut avoir le temps d'établir cette crédibilité-là. Puis ça, moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé le plus. Puis évidemment, ben, si on écoute le bruit alentour parce que je dis ça, puis comme si ça avait été super facile, là, mais ça n'a pas toujours été facile, mais il y a parfois que j'ai dû ignorer certains commentaires ou, il ne faut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Je pense qu'on a une mission, on a un objectif, on vise quelque chose, mais à force d'avoir des petits succès après succès, c'est comme ça qu'on établit notre crédibilité. Donc, il ne faut pas se laisser influencer par le bruit alentour non plus. On vise l'objectif, puis on l'atteint. Voilà. Très bien. Donc, on a une autre question ici qui serait pour Pierre, si je ne m'abuse. Donc, si le cédant a déjà amorcé une réforme de sa stratégie d'entreprise en amont de sa démarche de transfert, est-ce sain de reprendre cette réforme à son compte pour un repreneur? Ben oui. En fait, le repreneur est chanceux si cette réforme-là va, dans le sens du marché, et de 2, va dans la vision que le repreneur s'était donnée de l'entreprise dans le futur. Je ne vois pas pourquoi on n'utiliserait pas les ressources et les compétences qui ont été développées avant la venue du repreneur. C'est selon moi une évidence. Peut-être que la question est plus spécifique à un type de reprise. Sûrement, moi je suspecte que c'est probablement un repreneur familial qui pose la question. Si c'est le cas, ben je dirais que je comprends que c'est important de vouloir planter son drapeau après
après le règne du prédécesseur, mais c'est également important de ne pas brûler les ponts. Donc, les ressources, les compétences, c'est du capital qui a été investi dans l'entreprise. Ça serait un comportement destructeur de ne pas en profiter de ça. Ceci étant dit, c'est sûr que de un, il faut être de son temps. De deux, faut, comme repreneur, il faut faire les choses à sa sauce, à soi, et non pas à la sauce du prédécesseur. C'est important de le faire rapidement pour prendre sa place, gagner en crédibilité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, faire ça à sa sauce? Bien, c'est justement de faire les choses à sa façon. On peut partir avec la même stratégie, dans la même direction, mais on fait ça en fonction de notre vision. Si d'un autre côté, on réalise que, je ne sais pas, le marché change très, très rapidement, puis que finalement, on réalise que la stratégie dans laquelle l'entreprise investit depuis quelques années n'a pas, sont pas en mesure de pérenniser pour très longtemps les activités, bien, tranquillement, on peut, de façon parallèle, partir dans une nouvelle voie, là. Très bien. Donc, on a encore 2 minutes pour la période de questions. Donc, j'en prendrai une dernière. Véronique, vous parliez tantôt là, du fait que vous n'avez pas fait tout ça toute seule. Donc, on demande sur quelles personnes pouviez-vous compter? Quelles sont ces personnes ressources dont vous parliez? Oui, ben, si on parle du redressement en lui-même, c'est certain que je suis allée chercher quelqu'un en qui je faisais confiance, puis on avait un petit peu la même façon de faire les choses. Donc, avec cette personne-là qui avait une certaine expérience en la matière, on a établi ce plan de redressement-là. Il y a mon associé aussi qui a contribué au redressement, mais tu sais, il y a toute une équipe. Donc, c'est vraiment, je suis allée à l'externe. Puis, il y a aussi nos conseillers conventionnels. Donc, les bureaux de comptables, ça fait plus juste de la vérification, là. Ils ont des départements pour venir nous soutenir, nous aider. Des fois, il y a une question un peu plus fiscale. Ils sont là. Même, je vais vous dire, même jusqu'à mon avocat qui m'a suivi dans cette aventure-là, puis qui a aidé vraiment parce que tout le reprenariat, dans mon cas, moi, ça ne s'est pas fait si facilement que ça. Donc, je pense que de s'entourer, oui, à l'interne, mais il ne faut pas hésiter d'aller à l'externe. Donc, ça a été multidisciplinaire, là, les gens à la table. Excellent, excellent. Ben, je pense que là, tout le monde a hâte d'aller dîner, donc il est proche de midi. Ça va mettre un terme au webinaire. D'emblée, je voudrais vous remercier beaucoup, Pierre. Merci aussi beaucoup, Véronique. Non seulement vos propos portaient à réflexion, mais ça a été aussi inspirant, je pense. Puis la plupart de nos participants, je suis certain, qui ont apprécié cet aspect-là. Donc, merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Super. Donc, je vais remercier aussi nos participants là, pour avoir participé au sondage. Ça a été très interactif. Donc, merci beaucoup de votre présence. J'espère que ce webinaire vous a plu. Je remercie aussi toute l'équipe des communications du Centre de transfert d'entreprises du Québec et Jessica Grenier de la firme Aurea pour la conception du webinaire. Ça a été très facilitant. C'est pour ça aujourd'hui qu'on peut arriver avec un contenu aussi étoffé. C'est grâce à ces gens-là de l'ombre. Là, j'ai une grosse annonce à vous faire. Donc, l'entrepreneur chevronné Serge Beauchemin et le président d'Alias Entrepreneur sera notre invité pour le prochain webinaire. Oui, vous avez bien entendu, Serge Beauchemin, l'ancien dragon. Ce webinaire-là va se tenir le 2 juin prochain de 11h à midi. Nous allons parler de plusieurs choses, mais surtout d'accompagnement repreneurial. Et nous allons nous attarder à répondre à la question « Quelles sont les clés de l'accompagnement pour la relève d'entreprise? » Tous les détails concernant ce webinaire vont vous être divulgués dans un courriel de remerciement que vous allez recevoir prochainement. Je vous dis, ne manquez pas ça. Moi-même, j'ai hâte d'y assister.
C'est ce qui conclut le webinaire aujourd'hui. Merci encore à vous, aux participants. Je vous donne une bonne main virtuelle. Puis merci pour vos questions et réflexions. Là, je pense que ça a amené encore la discussion à un autre niveau. Et avant de vous quitter, je vous rappelle, n'hésitez pas, si vous avez des projets de transfert d'entreprise ou vous avez des réflexions pour reprendre une entreprise, bien, contactez-nous au Centre de transfert d'entreprise du Québec. Toute l'équipe est à pied d'œuvre partout au Québec pour vous servir. Donc, merci beaucoup. À la prochaine fois, puis prenez soin de vous pendant cette ère de déconfinement. Allez, au revoir.